je vais vous parler donc de ce que j'ai appelé HPI et autisme. Alors, en posant une question théorique, hein, mais en essayant aussi de répondre à des enjeux très cliniques, parce que c'est quand même récurrent qu'on m'adresse des adolescents ou des adolescentes ou des enfants pour haut potentiel intellectuel, et en fait, ils ont des troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, voire avec un haut potentiel, qui ne sont pas diagnostiqués depuis très longtemps. Donc l'idée, c'est, à travers cette présentation aussi, d'aider à l'appréhension et au repérage de ces situations. Et donc, il y a une vraie question, hein, c'était au niveau théorique savoir, est-ce que, quand ces deux sont associés, est-ce qu'on pourrait parler d'une haute intelligence autistique? D'accord ? C'est une vraie question, c'est savoir si ce qui s'exprime dans ces situations, est-ce que c'est une intelligence qui serait spécifique à l'autisme et qui serait de particulièrement haut niveau. Ça va être un peu le fil rouge de ma présentation. Alors, je commence par quelque chose qui est extrêmement classique. Alors, on est dans le cliché, c'est assumé. La majorité d'entre vous, vous avez reconnu Redman. Alors évidemment qu'on est dans le stéréotype, hein, par rapport à l'autisme, mais ça pose des questions très intéressantes et ça pose d'emblée la question aussi de l'intelligence. Hein. Certaines personnes ne seraient pas d'accord pour dire que compter des cure-dents, c'est de l'intelligence. Mais je me réfère à ce qu'on a échangé avec les collègues. On ne va pas débattre de la définition de l'intelligence. Je prends cela comme une démonstration d'intelligence dans le cadre autistique, même si évidemment c'est un jeu d'acteurs. On s'entend, mais Redman, c'est devenu une expression, hein, pour désigner certains autismes. D'ailleurs, tu l'as utilisé tout à l'heure, donc je trouvais ça intéressant. Alors, la question, donc je vais d'abord parler de l'intelligence autistique, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'intelligence autistique, à quoi est-ce qu'elle correspondrait, avant d'aborder la question des liens entre HPI et autisme. Donc, encore une fois, l'intelligence autistique, c'est à la fois des préjugés, des stéréotypes, et en même temps, une source d'intérêt scientifique, en particulier de Laurent Mautron, qui est un chercheur qui est francophone, qui est au Québec, et donc qui a beaucoup travaillé cette question-là, et j'aborderai certains de ses travaux. Alors, sur les liens entre intelligence et autisme, et ça se décline sur les liens entre intelligence et HPI, on peut envisager de manière un peu simpliste, mais l'idée c'est d'être pédagogique, 3 types de questions. Est-ce qu'on a d'un côté l'autisme et de l'autre côté le haut potentiel intellectuel? D'accord ? Une autre hypothèse, ça serait que au cours du développement, l'autisme et le haut potentiel, et en tout cas l'intelligence, interagissent et amènent des particularités de l'intelligence dans l'autisme. D'accord ? Une dernière hypothèse, c'est qu'en fait, autisme et intelligence ne sont pas dans l'autisme deux variables indépendantes, mais sont sous-tendues par des bases neurodéveloppementales connues. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, on va rediscuter de tout ça, mais je pense que c'est assez clair. Alors, le cas Redman, comme on pourrait dire, ça renvoie à la question de l'autisme et de syndrome du savant. C'est quoi le syndrome du savant? C'est l'idée qu'il y a une ou plusieurs capacités exceptionnelles en calcul, mécanique, musique, art plastique, je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure, avec classiquement des grandes capacités de mémorisation, enfin plus globalement des capacités mnésiques élevées dans le domaine concerné, et c'est en lien avec la capacité perceptive et de représentation visio-spatiale. Tout ça, je vais le détailler par la suite. Alors, il faut savoir que le syndrome du savant, il a été décrit initialement plutôt dans des formes avec troubles du développement intellectuel. Et il y avait comme ça une compétence, parfois exceptionnelle, qui ressortait, mais des fois elle n'était pas spécialement exceptionnelle, mais c'est juste une compétence qui apparaissait en décalage avec
le niveau de développement général du sujet. D'accord ? Donc il y avait une compétence spécifique comme ça qui n'était pas attendue au regard du niveau de développement global. Donc ça a été classiquement décrit dans le trouble du développement intellectuel, mais d'emblée je veux dire que le syndrome du savant, il se retrouve beaucoup plus dans l'autisme, mais il peut se retrouver ailleurs que dans l'autisme, dans les cas de trouble du développement intellectuel, mais pas que. D'accord ? Alors, au niveau de l'autisme, le syndrome du savant, il est. Alors, vous avez peut-être lu, c'est l'ouvrage de Daniel Tammet, hein, Je suis né un jour bleu. C'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès et qui présente Daniel Tammet, qui pour le coup n'a pas du tout de trouble de développement intellectuel, hein, bien au contraire, comme le génie des nombres. Où je vous invite à aller voir sur Internet, c'est hyper intéressant, ce que fait l'artiste Stephen Wiltshire, qui dessine des villes de mémoire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lui, pour le coup, alors les deux présentent un trouble du spectre de l'autisme, mais le second avait en plus un trouble du développement intellectuel. Et il dessine avec un luxe de détails incroyable des villes, hein, et il le fait de mémoire. Donc c'est vraiment des particularités réellement exceptionnelles. Je vous ai mis les références. Sur cette intelligence autistique, pour la suite, je me suis appuyé sur une présentation que je vous recommande. C'est celle de René Pry. Je trouve ça bien de citer quand les collègues qu'on connaît bien font des présentations qui valent vraiment le coup. Je vous renvoie sur la référence, il l'a présentée au Aspides. Si on essaye de penser, si vous voulez, dans l'autisme, ce qui est classiquement décrit, et ça c'est très bien rapporté par les travaux de Laurent Mautron, c'est une pensée en images. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, hein ? Parce qu'initialement, c'est des éléments cliniques rapportés par, comment il s'appelle, par une autiste, Temple Grandin, qui parlait de pensée en images. Donc, initialement, c'est une personne autiste qui a témoigné de ça. Mais ça a pu être théorisé autour d'un surfonctionnement perceptif de bas niveau. C'est quoi ? C'est-à-dire que dans notre perception, hein, il y a ce qu'on perçoit et il y a le traitement qu'en fait le cerveau. Et c'est un peu schématique, mais en tout cas, il y a un contrôle qui s'opère sur ce qu'on perçoit. Hein. Ce que vous percevez, c'est pas l'intégralité de ce qui est devant vous. C'est ce que votre cerveau juge pertinent de percevoir pour que vous meniez à bien les activités que vous souhaitez faire. Je vais un peu vite, mais c'est un peu l'idée. Dans l'autisme, il y a vraiment une hypersensibilité aux aspects perceptifs et un moindre contrôle, on dit, de ce qui va d'en haut vers le bas, hein, c'est-à-dire des éléments de cognition, de métacognition, vers les aspects perceptifs. Et puis, on va retrouver un impact très fort, et j'en donnerai quelques illustrations, de ces aspects perceptifs sur les aspects cognitifs. Ça se traduit par quoi ? Alors, on peut montrer ça à travers des petites épreuves, comme par exemple retrouver une lettre cachée, en l'occurrence un X au milieu d'autres lettres. Et là, il se trouve que les personnes avec autisme, à niveau de développement égal, sont plutôt meilleures. Il en va de même des matrices de Raven. Alors les psychologues dans la salle savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne sont pas psychologues, en fait, on demande, alors là, on a mis une des séries les plus simples à trouver, c'est, vous voyez, il y a un dessin au-dessus, et il faut donner la bonne réponse. D'accord ? Les particularités perceptives dans l'autisme vont faire qu'ils seront moins sensibles à des biais qui nous viennent justement de contrôle du haut vers le bas. Vous voyez que spontanément, à droite, alors on pourrait faire un petit test dans la salle, mais ce n'est pas l'enjeu,
Moi, je vois 2 oies ou 2 canards symétriques. À gauche, on a tendance à voir un visage, un peu de pharaon comme ça, et quand vous regardez dans le détail, en fait, c'est une bouteille qui est renversée. Donc ça veut dire qu'on a un biais de perception, enfin, c'est pas un biais de perception, c'est un biais de traitement de l'information perceptive qui fait qu'on a tendance à voir des visages, des figures d'hommes ou d'animaux. Ça s'appelle une sensibilité au pareidolie. Les personnes autistes sont beaucoup moins sensibles à ça. Il y a un petit test aussi qui est assez marrant. C'est une épreuve qui est très connue en psychologie. On met des personnes face à un match de football américain, hein, et on leur demande d'aller chercher les joueurs les uns après les autres suivant le numéro qu'ils ont sur le maillot. Et donc on demande de faire ça, et après on repasse la même séquence mais sans consigne. Il y a un énorme gorille qui traverse le terrain et le gorille n'est pas vu. D'accord ? Et bien les personnes autistes sont moins sensibles à ces effets-là. D'accord ? Alors, on peut aller plus loin en termes de théorisation, et c'est ce qu'a fait Laurent Montron et ses collaborateurs, en parlant à la base de surexpertise perceptive. D'accord ? L'idée, c'est que les personnes autistes vont être très forts pour repérer les invariants, pourvu toutefois qu'ils soient exposés à certains supports marqués par une grande répétition, et aussi qu'ils aient des intérêts pour ces supports. Et je trouve ça important de rappeler, là, une nouvelle preuve de l'importance de l'environnement dans le développement de ces intelligences qui sont très particulières, car il y a un mot que je voulais souligner, c'est une intelligence qui se développe de manière implicite. Ce n'est pas par le raisonnement. C'est-à-dire que exposer, c'est comme de l'histoire de repérer la lettre plus vite que les autres, ça passe pas par le raisonnement. C'est vraiment très perceptif, il repère d'emblée cette lettre. Après, face par exemple à des lettres, ils vont pouvoir acquérir des compétences exceptionnelles en lecture grâce à ce qu'on appelle la cartographie véridique. Alors ça, c'est un peu compliqué. Retenez surtout que c'est un mécanisme... Alors, je vous le lis et après je vous le détaille. Je suis de plus en plus presbyte, c'est une horreur. Bon, bref. C'est un mécanisme d'association entre deux structures qui partagent un haut degré de similarité perceptive. C'est-à-dire, si on prend les mots, je trouve que les lettres, c'est vraiment le plus intéressant. Avec les lettres, vous faites des mots. Les lettres sont des structures répétitives qui vont s'organiser en mots et vous avez comme ça, à partir de bases perceptives communes, il y a vous allez développer des patterns qui vont suivre. Enfin, il y a des patterns qui vont permettre de passer des lettres aux mots, au texte. Et tout ça est extrêmement structuré. De la même façon que vous passez des notes aux harmoniques. C'est-à-dire que les personnes autistes, de par ces particularités, vont être capables de repérer de manière, là encore, implicite au départ, les structures sous-jacentes à la constitution d'un texte. Ce qui va leur permettre de développer des compétences comme l'hyperlexie, c'est-à-dire parler bien avant, pouvoir lire bien avant les autres, mais l'hyperlexie ne veut pas dire qu'on comprend le texte. C'est-à-dire qu'on est en mesure de lire le texte, mais pas de le comprendre. Et c'est là où je trouve très intéressant, c'est qu'au départ, on est vraiment sur des mécanismes implicites. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évolution du développement, certaines personnes qui ont ces compétences vont pouvoir un peu expliquer le comment elles font, mais pas toutes. D'accord ? C'est qu'on a un passage du coup à une espèce d'appréhension explicite de ces compétences. Et puis, ça implique aussi, alors Red Knitting Russian, c'est des termes assez complexes, mais l'idée, c'est que si vous voulez, l'information, le signal, comme la lettre, le mot, va très vite être associé
à toutes les fois où ce mot a été rencontré, c'est-à-dire va être associé à une mémoire très importante de ce qui a été vu dans ce domaine-là. D'accord ? Et du coup, il y a une expertise à ces niveaux-là qui va être très importante et qui va expliquer aussi les calculateurs savants, ceux qui sont capables de donner, si on leur demande le 27 juillet 1982, c'est quel jour dans la semaine. Voilà. Et il y en a qui vont pouvoir donner le résultat tout de suite de manière directe, extrêmement rapide. Donc là, on est sur des mécanismes au niveau de l'intelligence qui sont très particuliers et qu'on va retrouver pas que dans l'autisme, mais de manière beaucoup plus prévalente dans l'autisme. Ceci étant, je tenais à rappeler que le syndrome du savant, ça ne concerne que 10% des cas d'autisme classiquement sur des données anciennes. Je ne suis pas si sûr qu'avec l'élargissement du spectre à travers la catégorie de troubles du spectre de l'autisme, on trouve des taux aussi élevés. Et pour ce qui est des travaux de Laurent Mautron, il est très sensible à une vision encore assez catégorielle de l'autisme et aux formes les plus typiques de l'autisme qu'il appelle prototypiques. Et donc, ces particularités de l'intelligence autistique, on va beaucoup plus les retrouver dans les formes d'autisme prototypiques, c'est-à-dire les plus typiques, les plus on pourrait dire purs, enfin le terme est pas terrible, typique, ça me va très bien. Ceux pour lesquels voilà, tout le monde est d'accord, en tout cas les psychologues, les psychiatres spécialistes de la question sont d'accord pour dire qu'il s'agit bien d'un autisme. D'accord ? Alors en plus, il y a certaines particularités, il y a des retards dans l'acquisition de langage qui sont récupérés ensuite, c'est des enfants qui peuvent lire, qui peuvent apprendre à lire au-delà de l'hyperlexie et parler ensuite. Donc il y a des modalités comme ça qui sont très spécifiques et qu'on retrouve vraiment que dans l'autisme. Ceci étant, et je le répète, cet autisme prototypique ne correspond pas à l'intégralité des troubles du spectre de l'autisme, loin s'en faut. D'accord ? Un autre aspect dont je voulais discuter par rapport aux travaux de Laurent Mautron, je vais vous parler du trouble du développement intellectuel. On me dit, qu'est-ce que ça va faire là ? Alors, je vous en parle, et vous inquiétez pas, on réutilisera ce que je vous transmets là à la fin de ma présentation. Là, en utilisant un vieux test, enfin le test précédent du Wechsler, on a présenté les derniers, mais c'est celui d'avant, on pouvait calculer, c'était assez intéressant, un score en verbal, en performance et un score total. Donc vous avez, alors à votre gauche, vous avez les résultats chez des adultes autistes, hein, et à votre droite, une population contrôle témoin. D'accord ? Ce que vous voyez, c'est que au niveau des personnes autistes, des adultes autistes, vous avez des scores au niveau des QI à l'époque verbaux, performants ou totaux qui sont bien plus bas que 70, donc qui vont dans le sens des scores, enfin sous le seuil retenu pour le trouble du développement intellectuel. On est inférieur à 70. Et puis, on a un pic relatif au Raven de matrice que je vous ai présenté tout à l'heure, et là le score est à 80. Donc a priori au-dessus de 70. Devant un résultat comme ça, on a parlé de fausse DI. Alors moi je suis très embêté avec ça. Pourquoi ? Parce que si on s'en tient aux définitions, le trouble du développement intellectuel, ce n'est pas que la mesure de l'efficience intellectuelle. C'est aussi le retentissement au quotidien qu'on mesure à travers des comportements adaptatifs. J'y reviendrai. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Hein. C'est très intéressant de repérer des compétences spécifiques. Mais est-ce que avoir des compétences spécifiques à niveau-là, c'est suffisant pour dire qu'il n'y a pas de trouble du développement intellectuel ? C'est un autre débat. Okay ? Donc vous voyez que la question que ça pose, c'est que manifestement sur toute l'étendue du spectre, peut-être qu'il faudrait parler d'intelligence au pluriel, c'est-à-dire qu'effectivement on peut observer des choses très particulières qui
qui sont en lien avec une intelligence qu'on pourrait qualifier d'autistique, mais on va pouvoir aussi observer des situations où on a un autisme, un trouble du spectre de l'autisme franc, et un haut potentiel intellectuel, c'est ce qu'on appelle la double exceptionnalité. Je l'ai traduit depuis le français, enfin depuis l'anglais, c'est ce qui est retenu. C'est un peu lourd, mais c'est assez intéressant. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va retrouver dans ces situations un déficit, où je me suis un petit peu amusé, un déficit de la communication sociale, le déficit de la communication sociale, on va retrouver des intérêts spécifiques et des comportements répétés, associés à une grande immuabilité, des particularités sensorielles, telles que classiquement décrites dans l'autisme. On va avoir des formes, c'est pour ça que j'ai changé le fond de blanc à un dégradé d'orange pour signifier qu'on va avoir des formes qui seront plutôt des sévérités légères à modérées. On n'a pas classiquement les formes les plus sévères dans ce cadre-là, ce qui va un peu sous le sens, mais c'est bien qu'on puisse le montrer. Un autre aspect à prendre en compte, c'est le fait qu'on aura plutôt moins de troubles associés que dans les formes où il n'y a pas de haut potentiel intellectuel associé. Voilà un peu un résumé rapide des quelques données de la littérature qu'on a. On n'a vraiment pas grand-chose. On ne sait rien de la prévalence des troubles. On pourrait juste la calculer. C'est-à-dire on croise la prévalence du haut potentiel et on croise la prévalence du trouble de spectre de l'autisme. Mais faire ça, ça pose des vrais problèmes méthodologiques. Donc, on ne va pas le faire. D'accord ? Et malgré le fait que c'est somme toute très rare, peu étudié, il y a des recommandations qui ont été proposées par des collègues canadiens à destination des enseignants. Et je voulais reprendre ce document parce qu'il présente à la fois des forces et des grandes faiblesses. Je vais préciser les choses. Parce sa force, c'est qu'il propose une description clinique sémiologique de ces situations-là. Pour ce faire, ils font un tableau où ils précisent. Alors, le tableau est extrêmement discutable au regard de ce qu'on a dit avant. C'est qu'ils vont mettre en parallèle le contexte lié à la douance, qui correspond au potentiel intellectuel, comme vous l'a dit Fabien tout à l'heure, et le contexte lié au TSA. D'accord ? Et ils vont passer en revue les caractéristiques supposées similaires. D'accord ? Par exemple, ils vont appréhender le fait qu'il y a un langage plus développé, un vocabulaire élaboré et davantage de fluidité de parole. Du coup, dans le contexte de la douance, ça va donner des habiletés langagières plus développées, un vocabulaire riche, un discours original et créatif mais normal, un discours lié à leur champ d'expertise qui peut apparaître pédant. Du côté du trouble du spectre de l'autisme, tout le monde m'entend bien là au fond, là, parce que j'ai un peu des... Ouais. Ça donne des expressions verbales élaborées, mais retarde dans certains précurseurs à la communication, dont l'apparition de limitations verbales. Discours peut être redondant, pédant, livresque, décousu ou monocorde, c'est passablement quand même dépréciatif, ou à l'inverse, une intonation exagérée. Présence fréquente d'un accent, alors on est dans le contexte québécois, donc c'est dit à la française. Bon. Ok. Pour ce qui est des comportements répétés intérêts restreints, ils vont parler par exemple pour les intérêts intenses et surinvestis pour un sujet. On parle du côté de la douance, intérêt, fascination ou passion pour plusieurs sujets. Difficulté à détourner leur attention lorsque captivés par une tâche ou un sujet. Et puis, dans le TSA, on va avoir une fascination d'intensité inhabituelle pour un sujet ou un intérêt intense pour un sujet peu attrayant pour les autres. Ça, c'est plus que discutable. C'est même faux. Parce qu'un intérêt majeur chez les personnes TSA, c'est les jeux vidéo. On a fait une revue de littérature sur le sujet. On ne peut pas dire que les jeux vidéo, c'est pas intéressant pour les autres. Donc là, il y a des choses qui pour moi, relèvent vraiment de la caricature et du stéréotype. Et pour moi, c'est la problématique de cette présentation. C'est que ça met en parallèle un trouble, défini par des caractéristiques, et
peut dire une caractériologie du haut potentiel intellectuel. Et on a vu que cette caractériologie du haut potentiel intellectuel, elle n'est pas du tout soutenue par les données de la littérature. Donc c'est pour ça que je vous invite à considérer ces éléments avec prudence. Ils disent aussi, par exemple, dans le document, ils disent si les personnes douées dans leur vocabulaire, elles arrivent à échanger avec leurs pairs sur les sujets qui les intéressent. Et là, développer des compétences qu'on ne voit pas autrement. Mais dans l'autisme, c'est exactement ça. Moi, je suis sidéré de voir des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, quand ils sont sur leur sujet, et qu'en face, l'entourage est réceptif, on voit apparaître des compétences, y compris non verbales, qui sont tout à fait inattendues. Bon. Ils ont proposé un truc assez... Par contre, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils ont comparé les situations de doués sans TSA, doués avec TSA. Et là, ce qui apparaît, en fait, finalement, par rapport à nos questions initiales, c'est que le TSA vient... En fait, on trouve que sur l'HPI, on a l'ombre portée du TSA, comme, vous savez, l'ombre de la Terre sur la Lune, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous reprenez les critères de la douance, du HPI, quand il y a un TSA, eh ben, il y a certains domaines qui vont être altérés au niveau de la mémoire de travail, de la vitesse de traitement, le fonctionnement adaptatif surtout va être altéré, de même que les difficultés sociales vont augmenter. Et ce que ça montre, alors ça, on a des données de littérature qui viennent compléter ça, et c'est ça le plus intéressant. Alors là, du coup, j'ai pas trop le temps, donc je vais passer vite, mais retenez que si on compare les situations à QI à peu près égal, avec ou sans TSA, quand il y a un TSA, on va avoir davantage de troubles associés, comme attendu, et l'impact sur la vie quotidienne sera beaucoup plus important. Et donc, au-delà d'une sémiologie qui peut être très fine, cette situation-là, il y a la question qui est majeure du retentissement dans la vie quotidienne qu'on évalue là à travers l'échelle de Vineland et à travers la dimension de la communication, de l'autonomie dans le quotidien et de la socialisation. Alors, il y a une autre étude un peu plus tardive où la communication, elle n'est pas différente dans les deux groupes, mais retenez malgré tout que l'étude du retentissement reste très importante, certes dans les troubles du développement intellectuel, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, mais aussi, à mon sens, dans les situations où il y a un haut potentiel, où on suspecte un trouble du spectre de l'autisme. C'est assez inattendu de dire dans ces situations-là de recommander une évaluation du retentissement et du comportement adaptatif, mais on voit bien que dans les études, ça ressort différent. Et j'espère qu'à travers ça, en se penchant plus sur le retentissement, on aura moins de retard au diagnostic des personnes qui ont un autisme avec un haut potentiel et qui sont vues à tort comme ayant uniquement un haut potentiel. Voilà. Pour la petite histoire, sur la question de savoir est-ce qu'il pourrait y avoir des bases neurodéveloppementales communes au TSA à l'HPI, il y a une revue de la littérature qui a exploré cette question et qui propose d'établir une sous-catégorie de personnes avec un haut potentiel intellectuel qui ont un QI hétérogène et un développement hétérogène, et cela partagerait des éléments neurodéveloppementaux communs avec les TSA. Mais on peut aussi bien dire que finalement, ces personnes-là sont à la frontière du TSA. Donc je trouve ça beaucoup plus simple de dire que, c'est pour repenser à mon histoire de l'une, c'est que vraiment, si on veut appréhender ces situations de manière assez simple, il y a vraiment une ombre portée du TSA sur le haut potentiel intellectuel. Et je voulais vous rappeler combien il ne faut pas se fier uniquement aux aspects sémiologiques et à la sémiologie réelle, pas une sémiologie un peu romantique sur le haut potentiel intellectuel, et associer les aspects de retentissement qu'on étudie en recherche de plus en plus, et je pense que c'est vraiment l'avenir, en sachant que, là je vous parle de la CIF, vous dites qu'est-ce que c'est que ça? C'est la base qui sert au GVASCO, ça je dis pour les enseignants. Voilà, écoutez, je suis désolé si j'ai un peu débordé, mais merci pour votre attention.